Europe Matin Week-end. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes le dimanche 10 octobre. Comment allez-vous ce matin? Qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui? Un déjeuner en famille, une balade? Sachez qu'il va faire encore beau aujourd'hui partout. C'est ce que nous dira Valérie Darmon dans un instant. Couvrez-vous tout de même, il fait frisquer ce matin et on peut s'enrhumer. J'en sais quelque chose. Le soleil se lève à 8h05. Nous sommes déjà là avec vous et c'est un plaisir. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. Et voici toutes les infos que l'on va développer dans cette première édition. Son parti s'appelle donc Horizon, avec un S. Nouveau parti lancé hier par Édouard Philippe pour voir plus loin. Reportage à suivre. C'est le hashtag qui monte MeToo Théâtre. La parole se libère aussi chez les comédiennes et les metteuses en scène. Et puis à partir du 1er janvier prochain, terminer les fruits et légumes emballés dans du plastique, en tout cas pour une partie d'entre eux. Explication à suivre. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui se tient aujourd'hui à Auteuil. Puis la rencontre du dimanche, Pierre Palmade qui remonte sur scène avec Naïma Bencheman. 6h23, on va partir en balade avec Vanessa Za et Marion Sauveur. D'abord en Seine-Maritime et puis on cueillera des cèpes en Ariège. Mais d'abord la tendance météo. Bonjour chère Valérie Darmon. Bonjour Thierry, bonjour soleil, à tous. Soleil, Toujours. Beaucoup de nuages tout de même ce matin, un petit peu comme hier partout. Une après-midi bien ensoleillée, plus nuageux sur les Pyrénées et des ondées tout de même sur la région de Nice. Merci beaucoup Valérie. Météo complète bien sûr à la fin de ce journal. Europe 1. La réélection de Macron n'est pas acquise. Longue interview ce matin d'Édouard Philippe dans les colonnes du JDD. C'est officiellement pour aider le président qu'Édouard Philippe a lancé hier son parti Horizon. Maximilien Carlier était sur place au Havre pour Europe 1. Cette réélection passera par un élargissement de la base électorale. Ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe. Hier, c'est nécessaire, indispensable selon lui. Je ne crois pas qu'une élection soit gagnée d'avance. Et je ne crois pas que l'élection ou la réélection d'un président puisse être gagnée d'avance, pas avec le peuple français, pas avec le niveau d'angoisse, pas avec le niveau de colère parfois, pas avec le niveau d'aspiration, d'attente, pas avec le niveau de difficulté des affaires publiques qu'il faut gérer. La campagne sera difficile, insiste l'ex-locataire de Matignon. Pour autant, ce nouveau parti politique ne servira pas seulement de marchepied pour Emmanuel Macron. Christophe Béchu, maire d'Angers, secrétaire général d'Horizon. Cette création aujourd'hui d'une nouvelle formation politique qui prétend réfléchir, elle n'a pas uniquement comme préoccupation, demain matin, l'élection présidentielle de 2022. Ce qu'Édouard Philippe vient dire, c'est qu'il faut que des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont nulle part ou qui ne se sentent plus à l'aise dans des familles de la droite et du centre puissent trouver un espace résolument ancré dans la majorité présidentielle et qui se fixe comme singularité d'être utile à Emmanuel Macron pour sa réélection, mais au-delà. Au-delà, dans les années à venir, 2027, Édouard Philippe, candidat, les nouveaux sympathisants y pensent déjà. Au Havre, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis Éric Zemmour, lui, était en Corse hier, une visite sous tension. Des nationalistes et membres de la gauche ont manifesté leur opposition. Reportage dans le journal de 6h30. L'autre moment fort d'hier, c'était bien sûr les discours de Robert Badinter et d'Emmanuel Macron au Panthéon pour les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Le président qui a annoncé que la France allait reprendre le combat contre une abolition universelle. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des pays ne pratiquent plus la peine capitale. Alors, mythe ou réalité? Réponse de Raphaël Chenuil-Azan, le directeur général de l'ONG Ensemble contre la peine de mort. C'est loin d'être une utopie, c'est une réalité. Chaque année, il y a un nouvel État qui abolit la peine de mort. Hier encore, le président de la Sierra Leone vient de ratifier une loi d'abolition qui met fin à la peine de mort dans ce pays. L'année dernière, c'était le Malawi ou le Tchad. Cette année, il y a eu la Virginie aux États-Unis. Donc c'est un combat des droits de l'homme qui avance chaque année. Après, évidemment, plus on avance, plus on fait face aux irréductibles pays. La Chine, par le nombre d'exécutions, l'Iran, par le nombre ramené au nombre d'habitants, et puis ensuite l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Irak. Et évidemment, il faut citer les États-Unis. Et le rôle de Macron peut être de nous aider, soutenir la société civile, de nous aider à impulser aussi auprès des dirigeants et des chefs d'État pour que la peine de mort ne soit pas un tabou, et notamment au niveau des institutions internationales. Propos recueillis par Élise Dangean. C'est la journée mondiale de la santé mentale aujourd'hui. Le dernier rapport de l'UNICEF estime à plus de 13% les ados atteints d'un trouble mental. Comment faire quand on est parent? Je poserai la question à 7h moins le quart à Marie-Rose Moreau. Elle est pédopsychiatre et membre de l'UNICEF France.
C'est un hashtag qui déferle sur Twitter. MeTooThéâtre. Plus de 5000 témoignages en 3 jours seulement. Sur les réseaux sociaux, la parole se libère donc pour dénoncer les agressions sexistes et sexuelles de certains profs de théâtre et metteurs en scène. Zoé Pallier. Sous le hashtag MeTooThéâtre, des milliers de récits qui se suivent et se ressemblent, ceux de comédiennes souvent très jeunes. Elles dénoncent l'emprise de certains metteurs en scène, leur regard déplacé, les attouchements sur scène ou dans les coulisses. Cette violence, c'est notre quotidien, raconte Camille, étudiante en théâtre. Quand je vois le hashtag, c'est pas une surprise, c'est pas une sidération, tout le monde sait. Les noms, il y en a tellement, parce qu'en fait on les donne quand, ah oui, t'as le prof, machin, ah oui, t'as le metteur en scène. Il y a des prédateurs, des manipulateurs, dès les cours au collège, j'en ai fait les frais. Et des filles autour de moi en ont fait les frais. Libérer la parole pour ébranler tout un système propice aux agressions. C'est l'intention du collectif hashtag MeTooThéâtre. Sarah en fait partie. On est toutes en concurrence les unes avec les autres, donc on a peur pour nos carrières. Par exemple, parler d'un viol dans ce milieu-là, ça peut potentiellement nous mettre au chômage. Il y a eu plusieurs tentatives de MeTooThéâtre qui n'ont pas pris, puis là enfin ça se passe. Et la mobilisation sur les réseaux sociaux n'est qu'une première étape pour le collectif. Des rassemblements auront lieu dans les prochains jours. Zoé Pallier. On va devoir faire nos courses différemment, sans doute. En tout cas, à partir du 1er janvier prochain, les fruits et légumes ne seront plus emballés dans du plastique pour une partie d'entre eux. C'est officiel, le décret paraît mardi. Marianne Hainaut a pu consulter le texte et ses modalités pour le journal du dimanche. On a par exemple les poireaux, les courgettes, les poivrons, les aubergines. Et sinon, côté fruits, les citrons, les pamplemousses, les oranges, les clémentines, ce genre de choses. Alors bien sûr, il y a des exceptions puisque tout a été négocié filière par filière. C'est en 3 temps, donc ça va jusqu'en juin 2026 pour les plus lointaines. Les framboises, les fraises, les myrtilles ou les groseilles par exemple, pour lesquelles il faut du temps pour trouver des emballages parce que c'est des fruits fragiles qui remplaceront le plastique. Et après, il y a une autre exception, les fruits et légumes transformés, coupés ou épluchés, pourront toujours être vendus sous plastique. Et le ministère explique qu'ils se sont d'abord attaqués au plus absurde, mais ça représente quand même aujourd'hui les fruits et légumes emballés dans du plastique, 37% de la marchandise écoulée. Il faut savoir que 37% des fruits et légumes sont vendus emballés, ce qui représente entre 1 et 2 milliards d'emballages par an. En bref, la maire PS de Canteleu, près de Rouen, a été remise en liberté après sa garde à vue intervenue vendredi lors d'un coup de filet anti-stupéfiant. La religieuse colombienne Gloria Cecilia Navarez a été libérée hier. Elle avait été enlevée en février 2017 par des djihadistes au Mali. Et puis en Autriche, le chancelier conservateur Sebastian Kurz a annoncé sa démission. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption. Le sport, 9h ce matin, top départ des 20 km de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Une course qui va réunir 12 000 personnes et parmi elles, un coureur pas comme les autres. Il s'agit de Grégory Moyenne, il a 39 ans et malgré son handicap, il s'apprête, Cédric Chasseur, à courir son 18e 20 km de Paris. Oui, rien n'arrête Grégory Mouyen, pourtant victime d'un AVC à la naissance qui l'a rendu hémiplégique et sujet à des crises d'épilepsie. Bien au contraire, il puise sa force dans son handicap qu'il ne cesse de dépasser. Même si je cours moins vite qu'un champion, l'essentiel c'est de terminer la course, ça me surpasse et ça, on me voit Grégory pas en tant qu'handicapé mais en tant que sportif. C'est son père ultramarathonien qui lui a donné le goût de l'effort et de la course à pied. Grégory Mouyen s'inscrit à son premier marathon à 18 ans et la passion ne le quittera plus ensuite pour la plus grande fierté de son clan. Il me voit comme un champion, voilà. Après, je me sens un marathonien pas comme les autres parce que je fais des choses qu'il faudrait pas que je fasse par rapport à ma santé. Donc, je n'écoute pas trop ma mère parce que ma mère me demande vraiment de faire attention à ma santé, mais c'est une drogue. Je ne peux pas m'arrêter de courir. Et Grégory Mouyen ne compte pas s'arrêter là. Il prépare activement un grand projet pour la mi-novembre, relier Bordeaux, là où il vit, à Paris en 12 jours, 600 km en courant pour mettre en avant le handicap. Cédric Chasseur, départ donc dans 3 heures maintenant. Et puis en foot, bien sûr, ce soir, 20h45, France-Espagne, finale de la Ligue des Nations. On en reparlera dans le journal de 6h30, soirée spéciale, bien sûr, sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rosso. On termine avec un coup de chapeau à Margot Ben. Grâce à elle, Europe 1 remporte une nouvelle fois le prix Bayeux des correspondants de guerre dans la catégorie radio. Margot avait réalisé un reportage en Afghanistan, à Kandahar, où des villages entiers sont devenus des terrains minés. Extrait de ce reportage. Les islamistes ont laissé sur place des milliers de pièges.
Des mines sous les routes, mais aussi des engins explosifs artisanaux cachés dans les maisons, les jardins et les champs. Le district n'est plus qu'un immense terrain miné. Je n'ai jamais vu ça. Dans tout le pays, en 40 ans de guerre, autant de mines et d'engins explosifs concentrés en un seul endroit. Engoncé dans le siège d'un Humvee, le colonel Mohamed Rafik Afran scrute le chemin qui mène au dernier village qu'a pu atteindre à ce jour l'équipe de déminage. Restez bien au milieu de la route. Le bord de la route est un défilé de squelettes d'acier. Ici, un taxi a sauté sur une bombe il y a 2 jours. Là, c'est un autobus qui a explosé. Un peu plus loin, la carcasse défoncée d'un 4x4 blindé s'érige comme un sinistre présage. Les villages sont une suite de bâtisses éventrées par les tirs et les bombes. Les murs sont criblés de trous percés par les talibans qui transformaient les maisons en position de tir. Le hameau de Joindo Adira est quasiment désert. Voilà, extrait de ce reportage de Margot Ben en Afghanistan, récompensé donc par le prix Bayeux des correspondants de guerre.